C'est bon. Eh ben, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire intitulé L'approvisionnement pharmaceutique est un long fleuve tranquille ou pas, proposé par la plateforme Pharmacy Launch. Alors, vous allez assister aujourd'hui à une conférence un peu spéciale et à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous allons, et une fois n'est pas coutume, quitter nos chères officines pour nous immerger dans un autre univers de la pharmacie. Je veux dire les pharmacies usage intérieur, les PUI. Et d'autre part, ce webinaire va accueillir pas moins de 11 intervenants, une première dans l'histoire de ces conférences chez Pharmacy Lounge. Heureusement, pour m'accompagner, je ne serai pas tout seul aux commandes. Aurélie Pasquier de chez Pharmacy Lounge m'accompagne. Bonjour Aurélie, prête pour ce nouveau défi? Mission acceptée, Romain. Bonjour et bienvenue à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors, un petit mot sur Pharmacy Lounge pour ceux et celles qui peut-être ne nous connaissent pas encore. Pharmacy Lounge, c'est une plateforme d'échange 100% pharma très simple et intuitive, conçue avec des pharmaciens pour resserrer les liens entre la ville et l'hôpital, mais aussi pour communiquer, vous informer, partager de bonnes pratiques grâce notamment à la messagerie instantanée, les lunchs de discussion ou les vidéos métiers. Je vous invite à y découvrir l'ensemble de nos services et outils comme la base de données de médicaments Teriac, les offres d'emploi avec Team Officine et l'annuaire géolocalisé de vos confrères et consoeurs et bien plus encore. Aujourd'hui, vous êtes environ 5200 pharmaciens, préparateurs en pharmacie et étudiants à avoir rejoint la communauté et échangé de manière confidentielle et sécurisée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, sachez que c'est gratuit. Vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les navigateurs Internet depuis un ordinateur ou votre téléphone. Alors, j'insiste sur le fait que si vous ne disposez pas de numéro RPPS, vous pouvez également m'adresser un email ou nous envoyer une demande d'inscription à contact@pharmacylunch.fr. Pharmacy Lunch, c'est aussi, comme aujourd'hui, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner concrètement au quotidien dans votre métier. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez poser à tout moment vos questions dans le chat qui est mis à votre disposition. Pensez bien tous à désactiver vos micros et caméras pour le bon déroulement de cette e-rencontre. Ce contenu est enregistré et sera également disponible en replay dans quelques jours. D'ici là, nous vous invitons à télécharger la présentation et prolonger les échanges dans le lunch de discussion que j'ai épinglé dans le chat. Donc voilà pour l'introduction. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, pharmacien hospitalier et l'animateur de la rencontre ce jour. Bon webinaire. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alors maintenant, nous n'allons pas perdre de temps puisque le programme est très chargé et on veut respecter notre timing imposé. On va laisser la parole aux membres du collectif Tank Pharma pour nous faire une courte présentation. Alors, qui commence? Alors, c'est moi, Cathy Foulman-Dondin. Je suis pharmacien au CHU de Martinique et membre du Tank Pharma. Donc, après les T-Rex qui ont permis de recenser les éléments pertinents à conserver lors de la crise Covid, en termes notamment de pratiques organisationnelles, de pratiques managériales, le Tank Pharma lance maintenant les T-Rex. Ces petits retours d'expérience du terrain, bons ou mauvais, portent sur la présentation de projets pharmaceutiques, sur la restitution et la résolution d'événements ou problématiques survenus au sein de nos pays. Alors, l'enjeu est double. D'abord, bien sûr, partager au sein de la communauté des pharmaciens hospitaliers les projets et actions mises en œuvre dans nos pays, mais également prendre en compte les actions les plus impactantes dans les propositions du Tank Pharma. La première thématique qui a été retenue pour ces petits Rex, c'est l'approvisionnement et la logistique hospitalière des produits de santé. Nous avons choisi d'articuler les différentes présentations selon le processus d'approvisionnement, délivrance et stockage dans les unités de soins. Donc, je vous propose de passer directement aux présentations. Et pour rappel, chaque intervenant a 1 à 2 minutes maximum pour présenter son initiative. Je repasse la parole à Romain. Eh bien, allons-y. Allons-y directement par les premiers intervenants. Aurélie, je te laisse mettre la présentation. Alors, c'est Gilles qui est en charge de cette tâche. Je crois que tout le monde... Excusez-moi, le partage marche pas là? Vous l'avez bien? Oui, c'est OK. Alors du coup, le premier intervenant, c'est Monsieur Ben Reguiga du CH de Mayotte, du coup pour nous présenter son outil pratique à la gestion des aléas. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Voilà, aujourd'hui je vous présente un travail intitulé Outils pratiques pour l'aide à la gestion des aléas de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, travail réalisé avec ma collègue Isabelle Ouarou-Ramon du GHER de La Réunion. Nous avons abordé une problématique qui concerne la vie des pharmaciens hospitaliers, celle de l'approvisionnement pharmaceutique quotidien, notamment en Outre-mer,
qui se confrontent à des aléas qui peuvent avoir des conséquences en termes de santé publique sur le patient lui-même, économique, ou encore donc, en matière de développement durable, comme la genèse de déchets hospitaliers. Ces aléas peuvent être liés à des facteurs exogènes, les laboratoires, les transitaires, des aléas climatiques, on a vu l'effet des cyclones récemment sur l'océan Indien, géopolitiques, comme la crise au Moyen-Orient qui impacte le trafic via le canal de Suez, mais aussi internes au pays, des organisations mal ficelées, un management à améliorer, des moyens mis à la disposition des PUI, souvent inadaptés ou insuffisants, comme les outils logistiques ou les systèmes d'information. Donc, notre objectif a été d'identifier les sources de vulnérabilité dans les étapes d'approvisionnement et d'ailleurs de proposer des solutions et des stratégies en vue d'en réduire l'impact. Donc, on a un travail de fond qui a été fait. Alors, du coup, est-ce qu'on peut passer à la... Il y a un pop-up, il y a une animation qui doit sortir, s'il vous plaît. Oui. Et donc, du coup, nous avons pu identifier trois grandes étapes critiques du processus: demande d'approvisionnement, logistique externe, logistique interne et réception. Dans chaque étape du processus, nous avons identifié des événements redoutés avec des modes de survenue. Et on regarde en bas, pour chaque événement, nous avons pu identifier des causes, des conséquences aussi sur l'établissement, sur l'hôpital, sur le patient, et aussi derrière, quelles barrières de protection et de prévention, d'atténuation existantes qu'on pouvait proposer. Pour aller plus loin, si on peut avancer, du coup, nous avons fait ce travail à la fin se présente sous forme d'un guide technique qui va identifier des solutions pour chacune des problématiques identifiées. Ce guide propose des solutions qui sont transposables aussi bien au pays hexagonal que ultramarine, mais aussi à d'autres flux logistiques, notamment la biologie médicale, qui a beaucoup de points communs avec celui dans le flux, des points communs avec celui des PUI. Enfin, nous avons appuyé aussi à chaque fois sur le volet managérial, notamment le fait de devoir disposer de RH spécialisés en approvisionnement, en logistique, ingénieurs ou logisticiens en fonction de la taille de la PUI, une autonomisation de l'équipe, une optimisation des flux de travail, contenu étendu, accompagnement et formation continue, des rétextes réguliers internes et externes transitaires, et encore un système qualité améliorant l'amélioration continue de la qualité, notamment des systèmes 5S ou ABC. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On passe à la présentation suivante. C'est Théo, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Théo Marchès, interne en pharmacie, et j'avais pour projet de fond l'optimisation du circuit des relances de commandes de DM. Et là, je vais vous présenter ce que j'ai pu faire. Alors, du coup, concernant le CHU de Lille, on a à peu près plus de 20 000 références de DM qui ont un mode de stockage hors stock et un très grand nombre de fournisseurs. On a à peu près à 657 fournisseurs. La problématique, bien évidemment, c'est de connaître le statut de nos commandes. Et pour cela, j'ai pu développer une macro Excel qui permet en fait de relancer l'entièreté des fournisseurs par mail. Et dans ce mail, il contient un fichier Excel qui contient l'ensemble des commandes des fournisseurs avec un champ dédié pour les fournisseurs pour qu'ils puissent répondre directement au statut de la ligne de commande. Alors, concernant les outils que vous pouvez utiliser si vous voulez dupliquer l'outil, il vous faudra juste Excel, Outlook et un outil pour extraire les informations de vos commandes. Donc là, ici, ce qui a été utilisé, c'est SAP BO et bien évidemment, quelqu'un qui a une appétence, un ingénieur ou une appétence en codage VBA. Concernant les résultats, entre la relance qui était faite à la main, il y avait une relance sur l'entièreté des fournisseurs qui était aux alentours de 3%. Là, on a pu passer à 100%. Et concernant les réponses, on passait bien évidemment de 3% à 66% des réponses. Concernant les freins et les leviers qu'on a pu observer, bien évidemment, c'est que c'était gratuit. On a utilisé la ressource RH des fournisseurs. C'est uniquement les fournisseurs qui remplissent les fichiers Excel. Et dès que le fichier Excel était rempli, ils nous le renvoyaient. Donc, l'information vient à vous. Et juste un frein, bien évidemment, il faut un ingénieur ou quelqu'un qui puisse maintenir le programme en place, gérer en cas de bug
s'il y a. Et bien évidemment, beaucoup de relances dit beaucoup de réponses. Donc, il y a une petite permanence de la part des préparatrices ou des gestionnaires de commandes. Merci Théo pour cette présentation sur les relances fournisseurs. On enchaîne avec la présentation suivante. Adrien, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon projet qui est la mise en place d'un circuit des litiges fournisseurs et transporteurs informatisés. Donc, historiquement, je suis de Lille, ce circuit était entièrement papier, ce qui compliquait la traçabilité et l'historisation des litiges et surtout d'en avoir un bon suivi. Donc, CGDIM nous a proposé d'être bêta-testeur pour un nouveau module et ça nous a permis aussi de revoir l'intégralité de notre circuit des litiges médicaments. Le problème d'un circuit des litiges qui ne découle pas, c'est des pertes financières pour l'établissement, notamment à cause d'un non-respect des clauses contractuelles des marchés publics. Donc le but, c'était d'améliorer la traçabilité et l'archivage de nos litiges, faciliter le suivi et la relance des fournisseurs, bloquer les paiements en cas de facture litigieuse jusqu'à résolution du litige et assurer un suivi rigoureux des produits à péremption courte pour limiter les pertes financières. Donc, ce projet s'est fait en 3 étapes. Donc, d'abord, la mise en place de ce module sur le portail Hospitalis. Donc, Hospitalis nous permet de passer nos commandes en EDI et ce module permet de lier un litige à une commande et de pouvoir transmettre ce litige à un fournisseur qui a accepté de recevoir les litiges via cette plateforme. Donc, nous, notre agent de réception va d'abord identifier le litige et le déclarer via son portail. Ensuite, il va devoir choisir le motif du litige. Pour ces motifs, on s'est basé sur le cahier du CIP-ACL, intitulé Normalisation du traitement des litiges établissements, pour avoir des motifs harmonieux. Ensuite, on a une extraction PDF de ce litige qui nous permet ensuite de le rattacher à la commande dans notre GED qui est attaché à notre GEF. Cet archivage permet à la cellule de liquidation de voir lorsqu'il y a un litige et de pouvoir bloquer le paiement derrière jusqu'à résolution de ce litige. Ce litige est ensuite donné au PPH approvisionneurs qui, selon leur expérience, vont savoir analyser ce litige et le transmettre ou pas aux fournisseurs. Actuellement, il y a 2 canaux, soit par mail, donc pour tous les fournisseurs qui n'ont pas accepté de recevoir les litiges via ce portail, ou via le portail. Ça nous a permis, en 3e point, de suivre les produits à péremption courte. C'est-à-dire que lorsque nous recevons un produit qui a moins de 12 mois de péremption ou qui a 2/3 de sa stabilité, nous faisons un litige et ça permet d'avoir un suivi de ces péremptions courtes. Lorsque le produit périme dans nos stocks, nous permettons de demander le remboursement au fournisseur. Donc, la mise en place de ce circuit a permis en 2014 de digitaliser 419% des litiges, soit 100% de nos litiges médicaments. Ça nous permet d'avoir un suivi structuré et de réduire les paiements indus. L'adoption de ce portail Hospitalis a permis donc de standardiser la gestion de nos litiges. Par contre, en frein rencontré, on a une résistance au changement, surtout de la part des fournisseurs et de nos agents de réception. Mais en leur expliquant le gain de temps que nous pouvions avoir, ils s'y sont mis tout doucement. Et l'usage partiel du portail, vu que tous les fournisseurs n'ont pas encore accepté ce portail, nous sommes encore obligés de passer par mail. Donc le but, c'est d'accroître la négociation avec nos fournisseurs pour justement leur demander d'accepter de recevoir les litiges via le portail. Voilà. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation d'une solution de digitalisation des litiges. Présentation suivante. CHU de Grenoble. Bonjour à tous. Alors, nous, on va vous présenter une méthode d'optimisation d'approvisionnement. Vous connaissez tous ces médicaments, ainsi que leurs difficultés rencontrées sur leur approvisionnement. Ce sont des médicaments qui sont Alors oui, il y a juste un petit souci de son. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler soit plus fort, soit... Alors, je vais essayer de parler plus fort. C'est mieux. Bon. Du coup, oui, ces médicaments donc, qui sont sensibles du fait de leur place dans la prise en charge thérapeutique, de leur coût, des ruptures également liées à la rareté de la matière première. Donc, on a un circuit qui est dédié au CHU de Grenoble, donc le processus DMDS. Et nous, on a souhaité travailler sur la sécurisation de ce processus. Et le premier angle d'attaque, c'était la sécurisation de l'approvisionnement parce que c'est la porte d'entrée dans notre établissement. Donc, pour ce faire, nous avons voulu mettre en place différentes modalités d'approvisionnement selon chaque spécialité
disponibles et donc définir une démarche standardisée de commande. Donc en fait, il existe 3 grands types de commandes. Les commandes en seuil, donc on a un seuil critique qui va être défini. Si ce seuil est dépassé, ce sont des commandes, on va commander la quantité suffisante pour réatteindre ce seuil. Donc là, en fait, il est assez facile d'identifier que ça va concerner des médicaments qui sont utilisés, peu utilisés, mais dont leur tenue en stock va être nécessaire du fait de leur place dans la prise en charge thérapeutique. On a l'exemple du traitement anti-hémophilique pour l'hémophile qui arrive avec un saignement. Après, on va avoir des commandes de type abonnement. Donc là, on a des commandes qui sont faites de façon hebdomadaire, donc avec une quantité fixe qui est commandée, sauf si on a un surstock. Donc cet intervalle de stock-là, il va être défini. Cette modalité, elle va plutôt concerner des médicaments avec une consommation qui sera régulière, par exemple le traitement en long cours pour une immunomodulation avec les immunoglobulines sous-cutes à domicile. Et puis après, on a les traitements à la demande. Donc ça, le titre, il se définit par lui-même. Donc ainsi, on a fait une étude détaillée pour chaque spécialité et laboratoire. On a évalué les volumes de consommation, les fréquences, donc est-ce qu'on a un caractère plutôt chronique ou occasionnel de consommation, la place également de chaque spécialité dans la stratégie thérapeutique, et également leur circuit de dispensation. Est-ce qu'on est plutôt sur de l'hospitalisation ou de la rétrocession? Donc ce travail nous a permis d'aboutir à une structuration. Sur nos 112 références, on a 56% des références qui seront traitées en abonnement, 16% en seuil et le reste donc à la demande. A posteriori, on a étudié un petit peu l'impact de cette mise en place. Donc, on a observé une réduction de 20% de nos commandes et une diminution de notre valeur de stock à un instant T qui était de 32%. Enfin, c'était l'équivalent de 132 000 €. Et puis, c'était aussi un changement de pratique qu'on a réalisé donc, en accompagnant nos équipes de préparateurs. On les a formés à l'utilisation de fiches de commande, comment créer aussi des commandes sur l'outil numérique de commande. Et également, c'était répondre à leurs craintes liées à ce nouveau mode de gestion. Et donc, étant donné les résultats qu'on a obtenus, on souhaite pouvoir appliquer cette méthodologie à d'autres classes thérapeutiques parce qu'on a identifié que c'était une méthode qui était simple et assez robuste dans le temps, qui nous a permis de maîtriser nos stocks. Et en termes, autre perspective, c'est aussi d'automatiser ce processus. Et ça va nous permettre de nous inscrire davantage dans une démarche RSE, donc ne plus avoir de fiche de commande papier et qui sera associé à la rationalisation des commandes qu'on a déjà pu objectiver. Voilà, nous vous remercions. Merci à l'équipe de Grenoble. Présentation suivante. Toujours Grenoble. Bonjour, Caroline Figeac. Merci pour l'opportunité de vous présenter la mise en place d'une antenne pharmaceutique de bloc opératoire au CHU de Grenoble. Alors, qu'est-ce que l'arsenal centralisé? Donc, il a été créé en 2020. C'est une antenne pharmaceutique sous responsabilité pharmaceutique. Il regroupe le soluté et les dispositifs médicaux de chirurgie et d'anesthésie de 7 disciplines chirurgicales et d'un bloc des urgences. Cela représente au total 19 salles de bloc opératoire. Alors, en quelques chiffres, l'arsenal a actuellement environ 3000 références. Nous produisons à peu près 70 POP par jour. Donc, ce sont des packs opératoires programmés qui regroupent l'ensemble du matériel pour la chirurgie d'un patient. Au total, 17 postes fonctionnels d'agents logistiques ont été créés pour permettre d'assurer les prestations de l'arsenal, que ce soit la réception des produits, leur mise à disposition au bloc opératoire, mais aussi la gestion des retours des produits non utilisés. L'arsenal est ouvert de 7h à 18h avec la mise en place d'une deuxième ligne de garde pour assurer les demandes du bloc des urgences pendant la nuit. L'arsenal a permis de réduire au maximum les stocks de proximité au bloc opératoire avec uniquement des chariots de salle pour les IBOD et les infirmières anesthésistes, une échelle d'anesthésie et un pack opératoire d'urgence pour tout ce qui est imprévu opératoire. La mise en place de cet arsenal s'est appuyée sur 5 groupes de travail pluridisciplinaires. Un des groupes a travaillé notamment sur la standardisation du matériel et des libellés des gestes opératoires entre les chirurgiens d'une même spécialité chirurgicale. Les flux ont été entièrement informatisés entre le bloc opératoire et l'arsenal grâce à la mise en place et au développement surtout d'un logiciel dédié à l'arsenal, donc Copilote Arsenal, et il a été interfacé avec le logiciel de programmation opératoire. Nous avons identifié plusieurs difficultés depuis la mise en place de cette antenne pharmaceutique.
donc notamment la résistance au changement de la part des équipes des blocs opératoires et aussi une baisse de réactivité en cas d'imprévu opératoire. Pour y remédier, une ligne téléphonique dédiée a été mise en place pour qu'on puisse assurer les demandes urgentes des blocs. Sur le plan des ressources humaines, nous avons observé un turnover important de nos agents logistiques, avec aussi un manque de connaissances médicales. Et enfin, les retours de produits non utilisés sont assez chronophages, donc on doit réviser régulièrement les fiches opératoires compte tenu des évolutions des pratiques chirurgicales. Depuis l'ouverture de l'Arsenal et puis 3 ans surtout après sa mise en place, nous avons identifié plusieurs axes d'amélioration, donc notamment l'accompagnement et la formation des logisticiens avec la mise en place d'un agent formateur. Ensuite, nous travaillons régulièrement sur la sécurisation des stocks et la gestion des approvisionnements. Et enfin, nous essayons d'améliorer constamment la qualité de nos prestations avec, par exemple, la mise en place d'une vérification systématique des POP par une infirmière de bloc opératoire reclassée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exemple d'antenne pharmaceutique en dehors des murs. Est-ce qu'Aurélie, on fait un petit point sur le chat pour rappeler un peu les consignes? Tout à fait. Beaucoup de questions pour nos porteurs de projets. Alors peut-être même parfois on ne sait plus à qui elles sont adressées. En tout cas, Théo, avez-vous envisagé dans votre macro une relance automatique en cas de retard au traitement de votre commande malgré l'AR? Alors, oui, j'ai une réponse pour ça. En fait, nos relances, elles sont faites directement. Le fichier Excel qui est mis en pièce jointe sur Outlook, spécifiquement fournisseur, contient uniquement les commandes avec un retard de plus de 7 jours. Donc, je ne vais pas relancer des commandes inférieures à moins de 7 jours. Je ne sais pas si ça répond à la question. Normalement, quand on passe une commande, après, on a directement l'AR. Nous, si on ne l'a vraiment pas réceptionnée à ce moment-là, elle sera relancée ad vitam aeternam tant qu'on n'a pas de réponse du fournisseur. Très bien. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie? Oui, une question pour Adrien. Quel est l'historique des litiges sur Hospitalis? Il semble que c'était 6 mois. Et on remercie pour cette belle présentation. Effectivement, c'est bien 6 mois, d'où la nécessité de l'archivage dans la GED, qui nous permet d'avoir un historique des 3 dernières années. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le fil des présentations et on fera une petite pause dans 2-3 diapositives s'il y a des questions précises. On enchaîne du coup, Aurélie? On enchaîne, on enchaîne. Les HCL, les Hospices Civils de Lyon. Oui, bonjour Agnès Henry. Je vous remercie également de m'offrir l'opportunité de présenter cette expérience d'approvisionnement et de gestion des stocks délocalisés sur un plateau technique interventionnel avec la technologie RFID. En termes de problématiques, en fait, en 2019, on a été sollicité par la direction dans le cadre de l'ouverture d'une seconde salle de coronarographie sans extension des locaux de stockage d'EDM. Pour donner une idée, les dépenses de ce service représentaient 11% des dépenses de dispositifs médicaux de l'établissement et un inventaire du stock nous avait permis de montrer qu'il y avait près de 50% des références qui étaient en surstock. L'amélioration visée, c'était d'assurer la continuité de l'approvisionnement en DMS non implantables dans le cadre d'un doublement d'activité et avec des contraintes fortes de locaux. Les parties prenantes, le service de cardio, la pharmacie et la direction du pôle de médecine. En termes de méthodologie, donc on a mis en place ce dispositif en juillet 2021. Pour cela, on a défini un seuil minimum de déclenchement de commande et un seuil maximum de stock pour chaque article. Et ensuite, le process est le suivant. Les produits sont réceptionnés à la pharmacie. Ils font l'objet d'un tagage avec une puce RFID dans laquelle on encode la référence, le lot, la péremption. Et ensuite, le préparateur monte dans le service 3 fois par semaine pour réaliser un inventaire des stocks de manière très rapide et passer ensuite la commande des articles qui sont passés en dessous du seuil minimum. En termes de résultats, donc on a suivi plusieurs indicateurs sur la première période de 8 mois. À 8 mois, on voyait déjà une baisse significative du stock de 31 000 €, moins 17%.
Et on continue à évaluer ce stock. À 3 ans, on est toujours avec une valeur de stock maintenue aux alentours de 140 000 euros, alors que l'activité a augmenté de 25%. Pour nous, c'est un outil qui est vraiment performant économiquement, avec une maîtrise de la valeur du stock dans le temps, une maîtrise des dépenses médicales et pharmaceutiques, puisque si on rapporte le montant des dépenses aux actes, on est passé de 373 euros à l'acte en 2021 à 339 euros à l'acte en 2023. Je vous ai mis également le coût d'investissement et le coût d'exploitation annuel. En termes de performance organisationnelle, ça a permis un gain de temps soignant d'environ 3 heures par semaine. Les infirmiers, avant, faisaient leurs commandes entre deux procédures en garde quand ils avaient le temps. Ça a permis de recentrer leur activité sur les soins et bien sûr de limiter les surfaces nécessaires. En termes de sécurisation d'approvisionnement, donc avec ce système, ce qu'on n'arrive pas à faire pour le reste de l'hôpital, là, on arrive à maîtriser les stocks délocalisés. On peut inventorier 1800 articles en 10 minutes, même pas. On peut ajuster les commandes à l'activité et ça nous permet aussi de suivre nos opérations à distance et de les anticiper. Ça a permis un renforcement du lien entre le service et la pharmacie. Le préparateur est très impliqué au contact étroit des équipes, donc une bonne valorisation de sa prestation. Et ça nécessite, comme tout processus, un engagement du personnel soignant dans le respect des règles de fonctionnement de la RFID. Enfin, les freins qui vont nous bloquer sur le déploiement, c'est le temps préparateur pour apposer les puces RFID au moment de la réception, passer les commandes. Et actuellement, on n'a pas d'interface avec notre logiciel de GEF, mais voilà, ça ne devrait pas tarder. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. La suivante, sur les stylos à insuline fabriqués par imprimante 3D. Support, pardon. Est-ce que nous avons quelqu'un pour cette présentation? Gwenolé, si vous voulez bien activer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Gwenolé, votre micro est bien actif. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante et on reviendra sur celle-ci après. Vas-y. Merci beaucoup, Gilles. Eh ben, on enchaîne avec le CHU de Strasbourg. Donc, bonjour, Flora Capel, donc pharmacien sur le secteur des approvisionnements au CHU de Strasbourg. Je vais vous présenter donc une réponse organisationnelle que nous avons déployée au sein de l'établissement pour relever le défi des difficultés d'approvisionnement en médicaments. En 2017, nous avons mis en place une nouvelle stratégie d'approvisionnement avec 2 objectifs. Le premier, assurer la sécurité d'approvisionnement des patients et le deuxième, garantir l'efficacité économique. Parmi nos objectifs, nous souhaitions minimiser le temps de ressources humaines associé à cette mission. Cependant, il a été happé par la gestion et l'augmentation des médicaments en difficulté d'approvisionnement depuis cette date. En effet, à l'heure actuelle, on a environ 8% de nos références, donc sur 2500 médicaments, qui sont en difficulté d'approvisionnement. En termes d'impact, les ressources humaines ont été affectées. On avait comme retour de la part des équipes une surcharge d'activité et on constatait un glissement de tâches vers les équipes pharmaceutiques. En 2023, le développement d'un outil collaboratif par notre groupement de commandes a été mis en place et on l'a vu comme une opportunité pour se réorganiser au sein du secteur. Notre objectif était de repositionner les acteurs impliqués en fonction de leurs compétences métiers pour faire face à cette augmentation des difficultés d'approvisionnement. Avant, nous étions une équipe de 2, le préparateur en pharmacie qui centralisait les données et le pharmacien traitait la rupture. Dans le cadre de la nouvelle organisation, on a introduit un agent administratif qui va centraliser les données qui sont à présent structurées en provenance donc du groupement de commandes. Le préparateur en pharmacie va ensuite faire l'analyse des données et proposer des actions à mettre en œuvre. Le pharmacien va pouvoir valider les propositions, le préparateur mettre en place les actions comme
comme par exemple mettre à jour le livret des produits de santé, organiser l'approvisionnement si nécessaire. Et ensuite, le pharmacien reste en charge de la communication à établir auprès des équipes de soins et également de la pharmacie. En bilan, nos objectifs ont été atteints avec un taux de service qui est resté stable malgré ce changement d'organisation. Globalement, le temps affecté en termes de ressources humaines est identique, simplement la qualification des acteurs a évolué. En conclusion, on a donc eu un retour avec une satisfaction et une valorisation des 3 acteurs dans leurs activités. Dans les points conseils ou à retenir, on a identifié 4 éléments. Le premier, c'est de prendre le recul sur les outils qui nous sont mis à disposition pour optimiser nos organisations tout en valorisant les différents acteurs. Un autre point important, c'est toujours penser à l'accompagnement dans le changement, sans négliger, je dirais, les temps de formation. Et pour terminer, le 4e élément, c'est de penser à organiser les temps de transmission lors des changements d'équipe face au turnover important qu'on peut avoir à l'heure actuelle au sein notamment des équipes de préparateurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation de réorganisation. Est-ce qu'on revient sur la présentation précédente ou pas, Aurélie? Oui, Gwenolé, êtes-vous parmi nous? Êtes-vous de retour? Non, je crois que Gwenolé n'est pas... Elle a mentionné dans le chat qu'elle avait un problème de micro. Ah, Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre du groupe peut faire la présentation ou pas? On Ou verra à la passe- fin, je pense. oui, on Ok. verra à la fin. Allez, on se la garde. Et on enchaîne du coup avec la présentation suivante. Oui, bonjour à tous. Je suis Julie de Gasquet, je suis pharmacienne donc, dans un centre de dialyse en Martinique. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience avec celle de ma consoeur Caroline, qui est en Nouvelle-Calédonie, sur un sujet essentiel, l'apport d'un expert en logistique dans nos PUI et en particulier en Outre-mer. La logistique, donc, c'est quoi? C'est s'assurer que le bon produit il arrive au bon endroit, au bon moment, avec la meilleure qualité et au moindre coût. Et en pharmacie hospitalière, ou même en officine, c'est vraiment un enjeu majeur et parce que ça impacte directement la prise en charge des patients et la gestion financière de nos établissements. En Outre-mer, la logistique, elle est encore plus complexe qu'en métropole et nous faisons face à des délais d'approvisionnement qui sont donc beaucoup plus longs, avec des contraintes de stockage et des imprévus, comme on peut avoir les cyclones, des coupures d'eau, on peut avoir des grèves, et que les grèves elles soient en métropole ou après sur nos îles. Et par conséquent, du coup, nos stocks ils doivent être bien plus importants qu'en métropole. Et parfois, on peut avoir donc, jusqu'à 12 mois de stock, malgré un espace donc, de stockage qui est limité. Au centre de dialyse en Martinique, là, on a à peu près 150 patients, une dizaine de patients à domicile. Et grâce à notre expert en logistique, on a pu améliorer la gestion des stocks, nos frais d'approvisionnement, les frais d'approche, les rotations au niveau des livraisons. Et il nous aide aussi à anticiper les aléas et participer aux négociations stratégiques au niveau des contrats. Et cela optimise la performance globale de notre établissement. Concernant la Nouvelle-Calédonie, donc au CHT Gaston Bourré, un hôpital qui est de 500 lits, il y a une cellule logistique qui a été créée depuis 2008 et qui est composée donc d'un cadre logisticien et avec 3 agents administratifs en plus qui assurent un suivi vraiment rigoureux des commandes. Donc le pharmacien passe la commande et cette équipe logistique fait tout le suivi jusqu'à la liquidation de la commande. Donc il gère la réception, les problèmes, le suivi de commande, la liquidation, les litiges. Et ça, c'est vraiment dans nos 2 établissements. On n'a pas de chiffres précis à vous donner, mais les gains de temps et d'efficacité, ils sont indéniables. Nos logisticiens, donc avec des niveaux ingénieurs, donc ça c'est vraiment important, ils deviennent en fait un véritable binôme et avec son rôle qui est clairement défini dans nos PUI et ils s'intègrent parfaitement à notre activité. Et donc nous ne pouvons que recommander ce modèle pour les structures hospitalières, donc notamment en Outre-mer, qu'elles soient petites ou des grosses structures, mais également aussi en métropole. Ce n'est pas un coût supplémentaire, mais un investissement stratégique que certains CHU déjà en métropole, ils ont bien compris. Et le logisticien permet d'optimiser en fait tous les flux, donc que ce soit les flux humains, les flux d'information, donc avec l'informatique, et les flux de matériel. Il améliore la coordination avec les services
Et donc surtout, donc on gagne, on fait des économies, mais surtout, il nous libère en fait du temps et comme ça nous permet de nous reconcentrer sur notre cœur de métier qui est la prise en charge médicamenteuse des patients, la pharmacie clinique et l'éducation thérapeutique de nos patients. Voilà. Et j'espère que on va vous avoir convaincu que c'était vraiment important d'essayer de recruter ce type de personnel au sein de nos PUI. Merci. Merci pour votre présentation sur ce binôme pharmacien-logisticien. Aurélie, on fait encore une présentation et on fait une petite pause pour des questions dans le chat. Je pense que là, on peut aller jusqu'au bout et on fera à la fin les questions si ça te va. Eh bien, allez. Présentation suivante. CHU de Guyane. Frédéric. Est-ce que la personne est présente? Vous m'entendez? Oui, allez-y. Bonjour. Frédéric Perotti, donc pharmacienne. Oui, ça peut attendre. Elle a passé une commande urgente chez Gore. Non, mais je verrai avec elle. Attention, il y a un micro qui est Je me ouvert. rappelle quand elle arrive. Tout à fait, Madame Henry. Je coupe le micro. Laquelle de Bibi? T'en as plein des Bibi. C'est bon. Alors, je reprends la parole. Je vais vous présenter aujourd'hui des solutions qu'on a déployées, enfin, qu'on a travaillées au sein du groupe de travail des systèmes d'information de l'association Pharmaprom, qui est l'association des pharmaciens approvisionneurs d'outre-mer. Alors, dès qu'on voit Outre-mer, peut-être que vous allez éteindre vos cerveaux en disant « on n'est pas concerné », mais si, puisque au contraire, l'approvisionnement, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup depuis longtemps. J'ai été un peu provocatrice en montrant qu'avant, pour passer une commande, on faisait « enter » et en gros, on ne s'occupait plus de rien jusqu'à ce que le colis arrive chez nous, dans nos hôpitaux. Et puis, on observe que ça s'est considérablement complexifié et ça s'est traduit par des allongements de délais de réception des produits de santé, des ruptures, des contingentements, etc. Et tout ça conduit à l'observation de deux facteurs importants, une consommation exponentielle de ressources humaines pour faire face à ces délais et à nos potentielles ruptures, ou j'espère plutôt presque ruptures. Et ça c'est bien sûr aux dépens d'autres missions, puisque malheureusement, notre nombre de professionnels est forcément limité et donc il faut essayer d'utiliser les ressources humaines de la façon la plus optimale possible. Par ailleurs, on a une faible automatisation de nos processus et de leur intégration dans nos systèmes d'information, nos outils métiers. Donc l'objectif de nos travaux, ça a été de voir comment on pouvait réduire ce besoin en ressources humaines, justement en augmentant cette automatisation du processus d'approvisionnement. Et donc l'objectif ultime étant la sécurisation du flux entrant des produits de santé à l'hôpital. En groupe de travail, on a eu deux axes importants qui ont concerné d'une part la préconisation de commandes, parce que maintenant, il ne suffit plus de disposer de mini-maxi pour faire une préconisation de commande pertinente. Et puis, d'autre part, on a aussi travaillé sur les outils de suivi des commandes. Je suis ravie de voir que d'autres collègues l'ont fait également via, par exemple, des fichiers Excel avec des macros pour les relances. Et donc, nous, notre objectif, ça a été plutôt de travailler à élaborer un cahier des charges qui puisse être repris par les éditeurs de logiciels et intégré dans leurs outils. Soit des éditeurs EDI, soit des éditeurs, surtout, c'est un peu plutôt aussi notre objectif, que ce soit intégré dans un seul outil qui est notre outil métier. Donc là, on a pu se rapprocher au moins d'un des éditeurs pour le moment pour obtenir un test lors du second trimestre 2025. Tout ce travail, bien sûr, concerne un certain nombre de paramètres qui sont propres à l'outre-mer et à sa chaîne supplémentaire depuis la remise aux transitaires jusqu'à nos établissements. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qui peut intéresser plus largement tous les collègues hospitaliers. D'une part, en travaillant sur la catégorisation des produits de santé et donc au profil d'approvisionnement associé, tout comme notre consoeur l'a montré tout à l'heure sur
des médicaments sensibles, facteurs hémophiliques, anti-hémophiliques, etc. On a tout ce qu'on a construit sur la préconisation de commandes en algorithme, en mode de calcul, ça peut être repris simplement en supprimant quelques critères, quelques paramètres. Et le suivi intégré, je pense que ça intéressera tout le monde de pouvoir suivre son commande dans son outil natif. Sur le plan managérial, maintenant, pour que tout ça soit réellement mis en œuvre, il faut arriver à mobiliser les différents éditeurs. Bon, on a pu, par exemple, travailler avec un des éditeurs parce que justement, nous étions une association qui représentait un grand nombre d'établissements et que du coup, ils se disaient qu'il y avait un intérêt pour eux à développer des nouvelles fonctionnalités. Et puis, autre point important, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, concernant l'EDI et donc le suivi de commande. Malheureusement, on constate qu'il n'y a pas toujours un attrait des fournisseurs pour utiliser tous les outils qui leur sont mis à disposition. Et donc, l'intérêt, ça serait justement de voir quel levier on aurait collectivement, nous, pharmaciens hospitaliers, pour que ces fournisseurs soient sensibilisés et implémentent les outils de façon opérationnelle et efficace pour nous faire gagner du temps, et à eux et à nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Présentation suivante, Aurélie. Oui. La Nouvelle-Calédonie. Bonjour, je suis Karine Chakowski, je suis pharmacien en Nouvelle-Calédonie. Je vais vous parler de PharmaProm, qui est une communauté de pratique au service de l'approvisionnement hospitalier en Outre-mer. Donc, cette communauté, elle a été formée en 2020. Elle réunit plusieurs pharmaciens de pays qui sont répartis sur les 11 territoires ultramarins. Son objectif, c'était de travailler sur des pistes pour sécuriser et améliorer l'efficience de l'approvisionnement des produits de santé en mutualisant les connaissances, les expertises de chacun. Donc, la méthodologie qui a été abordée pour faire cela, c'était de créer des groupes de travail pour réfléchir sur différentes thématiques. Une thématique pour définir et promouvoir l'approvisionnement outre-mer, une thématique sur l'optimisation de la préconisation de commandes, une thématique sur l'optimisation du transport et une dernière thématique sur optimiser la gestion et la prévention des aléas. Donc, de suite de ces groupes de travail, il y a eu des travaux qui sont sortis, notamment la rédaction d'un guide de l'approvisionnement outre-mer qui est disponible sur la NAP et qui peut être utilisé par d'autres établissements. Un travail qui a été fait avec le RESA pour inclure des clauses spécifiques de ROMCOM sur les appels d'offres. Un travail avec les CIP sur les formulaires normalisés, sur les litiges établissements-fournisseurs pour inclure les spécificités outre-mer, comme par exemple les BL transitaires non conformes. Un travail avec les emballeurs pour une filière de réutilisation des emballages isothermes, ce qui est effectif à La Réunion, mais qui pourrait également être transposé en métropole si, pour des raisons écologiques, vous voulez également recycler, réutiliser les emballages isothermes. Des travaux avec les éditeurs informatiques pour trouver des solutions ici adaptées à nos pratiques, qui a développé un collègue précédemment. Et ensuite, on essaye aussi de se faire connaître en participant à différents congrès, et notamment le TIPS, qui est une réunion d'experts de transport sur la logistique des produits de santé. Donc, suite à ça, la PharmaProm, c'est une communauté de pratique qui est assez originale et qui permet de réunir des gens pour développer une culture de partage, de coopération, développer un réseau et être ensemble pour réfléchir sur des solutions, sur nos problématiques d'approvisionnement que l'on peut tous rencontrer à différents niveaux, que ce soit en métropole, en hexagone ou en outre-mer. Donc, si vous avez des questions, je suis aussi disponible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toutes questions, vous les posez dans le chat et on fera le point à la fin de la présentation. Eh bien, on y est. Donc, alors, attendez, juste Monsieur Rago peut peut-être assurer la présentation de Guénolé, je crois. Si on peut revenir sur la présentation de... Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est super. Ah, super. Bon, alors voilà, il y a Guénolé Rago, pharmacien, gérant de PUI à Pélandalard, une clinique de santé mentale, 140 lits dans le 29. Nous, on avait une sérieuse problématique, embêtante problématique, depuis 2-3 ans. On voulait améliorer le rangement de nos silos insulines dans les frigos. Et on avait essayé de faire travailler les techniciens sur des boulottes, sur des cliettes, et on ne s'en sortait pas, c'était pas terrible.
Et un jour, une de nos stagiaires, au cours d'une réunion comme ELIMS, a eu l'idée d'aller pianoter un peu sur son téléphone et nous a montré un portoir à stylo qui existait, mais de l'autre côté de l'Atlantique, qui devait s'acheter en import. À réfléchir un peu, et puisqu'on avait quand même un enjeu, c'est une certification qu'on vient de vivre là au début du mois. Donc, on voulait faire quelque chose de propre en circuit court et donc prendre soin de la notion de développement durable dans la construction d'un outil pratique. Alors, on a fait appel simplement à un imprimeur 3D. On lui a envoyé des plans, des bêtes plans, et une semaine de réflexion, une semaine de fabrication plus tard, on avait des portoirs de stylos aux couleurs des armoires à dotation des services. Ça ne nous a pas coûté cher, c'était pratique et c'était vraiment d'une belle plus-value. De sorte que on a obtenu ce qu'on voulait, quelque chose de simple et d'efficace, de facile à utiliser. On n'a plus de stylos qui traînent dans les frigos. On peut distinguer les stylos des patients en séjour, des stylos des patients sortis. Donc, on a une meilleure gestion. Et ça a plu à nos experts qui, en regardant le frigo, nous ont demandé ce que c'était. On leur a expliqué et on a eu une légère gratification puisque on a eu un 100% sur le circuit des médicaments et sur la maîtrise des médicaments à risque. Donc, on était très contents de nous. C'était voilà, pratique, pas cher et très efficace. Et maintenant, c'est en routine d'utilisation et on est content. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Comment on fait, Aurélie? On arrive à la fin de ce webinaire. On dépasse un petit peu au niveau du temps? Je pense qu'on dépasse un tout petit peu pour vous laisser échanger avec Gilles et Guillaume notamment, si ça vous convient. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions dans le chat que tu as vu passer? Je pense que là, les porteurs de projets, ils répondent vraiment en temps réel. Donc, pour moi, c'est OK. Et puis, les échanges pourront se prolonger de toute façon dans le lunch dédié dans Pharmacy Lunch. OK. Est-ce que des personnes ont des questions à poser? Profitez-en. Les intervenants sont présents et peuvent vous répondre directement. Est-ce qu'on a des demandes, Aurélie? Écoute, non, les demandes, elles ont principalement été traitées, notamment de la part de Madame Schmitt, qui a eu énormément de questions. Non, Est-ce que je peux poser des questions, moi? Est-ce que j'ai le droit? Bien évidemment. À toi la parole. Alors moi, j'ai été marqué par cette notion de digitalisation des outils, de nouveaux outils qui apparaissent, et j'aurais aimé demander, on parle beaucoup d'interopérabilité entre les logiciels métiers qu'on peut avoir sur les établissements et des solutions extérieures. Comment les projets qui ont mis des outils un peu nouveaux ont réussi à les intégrer dans leur quotidien de pharmacie? Je vais répondre un peu sur cette question du SI, puisque c'est un peu ma spécialisation sur le CHU de Toulouse. On se rend compte aujourd'hui effectivement que sur l'ensemble des présentations, on a des problématiques qui sont liées finalement à l'évolutivité de nos systèmes d'information. Je pense que c'est dû à un milieu qui aujourd'hui est trop peu concurrentiel, avec certains acteurs qui sont aussi en difficulté. Des clubs utilisateurs qui ont malgré tout du mal à vivre. Aujourd'hui, on a du mal, nous, pharmaciens, à trouver du temps pour faire vivre ces clubs utilisateurs chez les éditeurs et du coup pour faire évoluer. Mais je vois qu'en fait, les nouvelles réflexions qu'on a d'un point de vue organisationnel à mutualiser en fait les demandes par rapport à des associations et que ça se fasse plus sur un éditeur, comme a pu le faire PharmaProm pour ces questions de préconisation de commandes et tout ça, sont certainement un modèle que nous, pharmaciens, on doit intégrer à l'avenir pour faire des demandes finalement multi-éditeurs et que eux, après, ils les intègrent sur des structurations avec des nouvelles technologies comme la technologie Fire, par exemple, qui pourrait permettre en fait de dialoguer entre établissements, mais aussi entre éditeurs et ouvrir les portes en fait de l'hôpital aussi vers l'extérieur. Donc c'est aussi de nouveaux langages qui doivent nous permettre d'être plus interopérables aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois que nous avons quelqu'un qui a levé la main. Il doit avoir une question. Oui, effectivement, oui. Merci.
Pour répondre aussi sur l'évolution de notre métier, parce que ces nouveaux moyens, les nouveaux SI, mais on a vu aussi le côté logistique et logisticien, en fait, ça prédit une évolution de la PUI et son exercice. Et donc, du coup, il faut qu'on ouvre les métiers de la pharmacie au-delà du rôle de pharmacien, de préparateur et les agents de manutention, à de nouveaux métiers qu'il faut intégrer, internaliser dans les PUI. Et dans notre structure à nous, j'ai eu, après beaucoup d'échanges avec l'administration et l'ARS, j'ai pu engager donc un informaticien pour accompagner les projets en cours, les évolutions. Et au départ, c'était simplement quelque chose d'exotique. Mais maintenant, il est devenu membre de l'équipe et ça, il permet d'être l'interlocuteur avec l'administration, avec les éditeurs, avec la direction de la formation. Et c'est extrêmement important. Et je me pose même la question comment on fera un jour sans lui. Mais pareil pour l'ingénieur logistique, nous, pharmaciens, on n'est pas logisticien. Et donc, du coup, comme ma collègue a montré, donc Julie, sur l'importance d'avoir un ingénieur logistique, le management, l'assurance qualité, la sécurisation des circuits, c'est un métier à part. Et avoir des personnes dans la PUI faisant partie de notre organigramme, sous notre autorité fonctionnelle et donc et hiérarchique, qui soient spécialisées en logistique de santé, c'est effectivement une obligation. Et parce que de plus en plus les pharmaciens, notamment nous dans notre mer, mais partout, on a un glissement de tâches vers ce côté logistique qui n'est pas vraiment notre spécialité, même si on le comprend, mais on ne le maîtrise pas. Et nous, en un mois, j'ai vu, par exemple, suite à avoir engagé un ingénieur logistique, l'impact en termes de flux et en termes de gestion d'équipe sur place aussi, et donc d'autorité aussi pour faire passer les urgences et réorganiser le secteur. Voilà. Donc effectivement, notre métier évolue, notre fonctionnement évolue. Il faut vraiment penser de notre ingénierie pharmaceutique qu'on intègre, donc on ouvre la porte dans nos locaux, dans nos pharmacies, à de nouveaux métiers. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que j'ai droit à une deuxième question, Aurélie, ou à une deuxième remarque? Bien sûr. Alors, je m'interroge beaucoup, et c'est plutôt des bonnes expériences sur la délocalisation de la PUI, et notamment pour tous les aspects DM. On a vu des présentations notamment avec le bloc. Est-ce que le groupe, vous pensez qu'une des évolutions de la PUI, ça va être de faire sortir un certain nombre de stocks des locaux de la PUI, entre guillemets, et les mettre au plus près des utilisateurs? Est-ce que quelqu'un du groupe a une... Je vais commencer à prendre la parole, mais j'aimerais aussi avoir le point de vue du logisticien qui est Guillaume Marquez là-dessus. En fait, on a un double enjeu de mon point de vue. On a un enjeu en fait à centraliser quand même malgré tout nos activités pour en fait avoir une meilleure maîtrise de nos stocks dans un contexte en fait qui est multicrise, un contexte où on manque de ressources humaines, donc il va falloir dégager du temps pharmacien. Donc c'est pas en diluant des petits stocks un petit peu partout qu'on va réussir non plus à gérer ça. Et cette mutualisation aussi permet en fait de mieux gérer des aléas puisqu'on a des stocks plus conséquents à l'échelle d'un établissement. Mais finalement, si on somme la somme de tous ces petits stocks, ça fait moins conséquent et il y a un enjeu financier aussi sur cette mutualisation-là. Par contre, le second enjeu, c'est effectivement d'aller peut-être délocaliser une partie des stocks, mais si c'est délocalisé, il faut que ça soit maîtrisé. Et il faut qu'on ait aujourd'hui en fait des outils qui soient des outils informatiques comme le RFID le montre aujourd'hui, c'est potentiellement une solution, mais des outils qui permettent de maîtriser ces stocks au sein des services de soins, ce qui n'existe pas forcément aujourd'hui parce qu'on reste sur des technologies plein vide qui datent quand même d'il y a quelques dizaines d'années aujourd'hui. On n'a pas encore la rupture technologique qui nous permettra de maîtriser ces stocks déportés, si ce n'est le RFID qui commence aujourd'hui un petit peu à sortir. Pour vous donner un exemple, nous, je sais que sur une plateforme, sur la plateforme du Toulouse, on a à peu près 10 millions d'euros de stocks de produits de santé. Dans les services de soins, on est plus autour de 20 millions. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, on génère du gaspillage dans ces services-là qui lui-même vient amplifier la crise. La crise économique et les ruptures de produits. Et du coup, qu'est-ce qu'en pense le logisticien?
Pardon, déjà Gilles a dit beaucoup de choses, hein, mais non, je vous félicite tous, c'est très intéressant tout ce qu'on a vu. On a plein de questions, mais là, on n'aura pas forcément le temps. Sur votre question à vous, là, c'est vrai que moi, je suis plutôt pour déjà se poser la question de la mutualisation aussi de certaines activités d'appro. C'est-à-dire qu'il y a toute la question des outils là que vous posez. C'est vrai, mais il y a aussi la question de on fait tous la même chose en même temps, en parallèle et nous, dans GHT, on a 6 pharmaciens qui font la même chose au même moment, dans la même journée quasiment. Donc la question de savoir qu'est-ce qui est mutualisable et à quelle dimension, avant de parler même des stocks physiques, quelles sont les tâches au niveau de l'appro? Je pense qu'il y a des petites questions qu'on pourrait se poser sur, peut-être pas à l'échelle de tout de grandes échelles, mais à quelle échelle il pourrait y avoir, une dimension pertinente qui puisse dire: «Bon, plutôt qu'on soit 5, 6, 7, 10 à faire la même chose, est-ce qu'il y en a un qui le fait pour tout le monde? Ou alors on se le fait à tour de rôle tous pour tout le monde?» Et en même temps, ça te permettra en plus d'avoir une mutualisation ou une convergence des besoins et de la pratique, qui permettra en plus d'être un peu plus audible, je pense, quand il s'agit de faire converger nos besoins sur des cahiers des charges pour les futurs outils, et cetera. Et ça, voilà. Et après, sur les stocks, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gilles, hein. Et l'enfer des stocks de services, des stocks dans les services, c'est qu'on ne maîtrise pas la sortie. Donc forcément, pas de traçat de sortie, pas de niveau en temps réel des stocks. Donc on peut pas, pour l'instant, on fait difficilement mieux que le double bac. Alors certes, il y a les initiatives comme le RFID, que je trouve vachement chouette, du coup, de voir que c'est ça qui sort. Et il faut voir les impacts sur l'infrastructure, l'impact sur le temps que ça prend sur du double étiquetage quand c'est cette stratégie qui est prise, l'impact sur la maintenance d'un tel système en maintien en conditions opérationnelles. Enfin, voilà, il y a quand même tout un tas de trucs à regarder. Merci beaucoup. Peut-être avant de conclure, j'ai vu passer un mot d'intelligence artificielle dans les commentaires. On n'en a pas du tout parlé. Est-ce que ces nouvelles technologies vont aider, voire révolutionner les appros? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet de l'IA qui a un intérêt dans l'approvisionnement, tant sur le plan stratégique ou opérationnel? Je peux tenter une réponse là-dessus aussi, hein, je vais continuer dans la foulée. Bien sûr que l'IA est au cœur en fait de toutes nos préoccupations et qu'on pense qu'il va y avoir un gain forcément parce qu'on pourra en fait finalement jointer des informations qu'on n'utilise pas aujourd'hui, le climat, l'épidémiologie, des choses comme ça qui forcément ont un impact sur les caractéristiques patients qui arrivent sur l'hôpital et qui de fait engendrent des conséquences sur les niveaux de stock. Après, en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que pour avoir en fait une IA qui fonctionne, il faut surtout avoir des données qui soient structurées. Et dans beaucoup de PUI aujourd'hui en France, on a des systèmes d'information qui sont obsolètes et insuffisants et qui ne nous permettent pas de normer la donnée, déjà à l'échelle d'un établissement, et donc de normer cette donnée finalement à l'échelle de plusieurs établissements pour avoir plus on aura de données, plus ça sera fiable au final. Donc là, le premier enjeu pour moi, il n'est pas forcément sur de la rapidité d'intégration de ces outils-là, mais plutôt qu'on commence par la base à assainir finalement nos bases de données. Oui, à tout ce qu'a dit Gilles, on peut rajouter aussi le fait que l'IA, ce sera forcément l'avenir avec cette structuration qui arrivera. Mais déjà, en attendant, en fait, il faut avoir conscience qu'on sous-exploite quand même les quelques données qu'on a, hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est assis sur une mine de données qu'on n'exploite pas parce qu'on n'a pas forcément ni les outils, ni les compétences pour aller requêter, ni le temps pour analyser. On fait des CMJ sur glissantes, je pense, c'est déjà le bout du monde. Les notions de saisonnalité, les notions de lien entre produits quand on change de marché, la notion de prévisibilité de l'activité, d'analyse d'historique, tout ça, on le fait déjà assez peu, hein. Donc, Oui. voilà. Très bien. Aurélie, tu veux faire quoi? Mettre du temps? Eh bien, écoutez, je pense qu'il est 14 heures. On a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti. Je pense qu'on peut conclure, Romain. Eh ben, on va remercier nos différents intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Peux-tu peut-être rappeler, Aurélie, où on peut poursuivre la conversation, retrouver le replay? Tout à fait. Nous vous invitons donc à télécharger la et les présentations dans Pharmacy Lunch, le lunch dédié. Je vous ai mis le lien dans le chat.
Également, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, ce contenu est enregistré et sera donc disponible en replay dans quelques jours. Encore un grand merci à tous nos intervenants et à vous tous pour votre présence et vos participations actives à ce webinaire. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur une ou des thématiques toujours aussi passionnantes. À très bientôt. Alors, je vois juste Rémi qui a demandé la parole pour conclure. Justement, le teaser pour vous faire attendre pour le prochain T-Rex, on va faire aussi avec Pharmacy Launch. Là, on a vu des très beaux réussites de projet. Donc, la prochaine thématique sera sur les flops, c'est-à-dire comment tirer finalement un retour d'expérience sur les semi-réussites ou sur nos échecs. Parce que vous connaissez la maxime de Nelson Mandela. Donc, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, ce sera la thématique qu'on fera avec Pharmacy Launch pour la fois prochaine. Et on lancera les candidatures de tous les flops, les beaux flops. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je pense que c'est une mission accomplie, Romain. Merci, Aurélie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.